Économie le max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, libérer l'économie française en quête d'un second souffle. Croissance au plus bas, chômage record, la très attendue loi Macron y changera-t-elle quelque chose? 209 articles examinés ces jours-ci à l'Assemblée. Quels sont les vrais enjeux du projet? Nous interrogerons l'économiste Alexandre Kateb. Et puis la porte, on le sait, s'est entrouverte il y a quelques semaines en vue d'un rapprochement diplomatique entre Cuba et les États-Unis. Parmi les conséquences de ces avancées, les nouvelles opportunités de diffusion de l'art cubain, avec des considérations, vous le verrez, autant artistiques que financières. Reportage tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le point avance là sur l'essentiel de l'actu économique, toujours dominé par la Grèce. Premier conseil des ministres hier pour le nouveau gouvernement, vous le voyez, dirigé par Alexis Tsipras et son parti Syriza, gauche radicale. Gouvernement qui a prêté serment devant le président Papoulias. Et parmi les vedettes de cette équipe, le ministre des Finances, bien sûr, Yanis Varoufakis, à 53 ans. Il se présente comme un farouche adversaire de l'austérité. Et les pressions de Bruxelles ne semblent pas l'intimider. Il entend bien renégocier la dette de son pays. Les négociations ont déjà débuté. À partir de maintenant, nous allons retrousser nos manches et commencer à travailler. Avec courage et détermination, nous allons œuvrer à la réalisation de notre programme et de ce que nous avons promis au peuple grec. Nous ne reculerons pas d'un seul pas. Un autre dossier chaud sur la table des Européens, c'est celui de l'Ukraine. L'Union a débloqué hier un prêt sur 2 ans à hauteur de 1,8 milliard d'euros en faveur de Kiev. Malgré le plan d'aide du FMI et de l'UE, 17 milliards de dollars conditionnés à des réformes structurelles, la situation économique du pays reste précaire avec un besoin urgent d'argent frais pour éviter la faillite. Certains États membres, dont le Royaume-Uni, plaidaient en faveur d'un montant supérieur, 2,6 milliards. La Commission agira de manière responsable envers l'Ukraine, mais aussi envers le budget de l'Union européenne. L'Union et ses États membres sont prêts à faciliter et à soutenir le processus de réforme en Ukraine, à condition que les réformes soient mises en œuvre. En Afrique, une visite de 3 jours pour Christine Lagarde au Rwanda. La patronne du FMI a salué la réussite économique du pays, qui tourne autour de 5% de croissance par an. Entretien avec le président Paul Kagame, discours devant le Parlement à Kigali et une mise en garde tout de même à l'ensemble des pays africains des effets néfastes d'un ralentissement de la croissance en Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux du continent, et aussi d'une remontée imminente des taux d'intérêt aux États-Unis. Le Rwanda, sans aucun doute, fait partie des nations africaines émergentes. Étant donné les chocs potentiels, ces vents contraires qui secouent l'économie globale, nous pensons que les mesures fortes que j'ai prises sont les fondations d'un Rwanda économiquement fiable. Voilà Christine Lagarde qui est attendue à Dakar vendredi. A noter aussi toujours en Afrique la signature hier d'un accord énergétique majeur entre le Ghana et les groupes suisses et italiens Vitol et Eni. Il s'agit d'un projet intégré de gaz et de pétrole dans le sud du pays. Montant de l'investissement 7 milliards de dollars. L'objectif est notamment de satisfaire la demande énergétique d'une économie toujours en très forte croissance. Les marchés financiers avec une semaine marquée par de nombreuses publications de résultats. Apple affiche sans doute les plus spectaculaires, 18 milliards de dollars de bénéfices au 4e trimestre 2014. Aucune entreprise cotée au monde n'a jamais fait mieux. Succès majuscule pour le nouvel iPhone 6e génération, vendu à 74 millions d'exemplaires en seulement 3 mois. Des performances qui n'ont pas suffi à éviter un repli sensible à Wall Street, moins 1,65% hier pour le Dow Jones, plombé par les mauvais chiffres des commandes de biens durables aux États-Unis. Il est clair que les entreprises multinationales ressentent le poids du dollar fort et l'affaiblissement des économies européennes et chinoises. Ces grandes entreprises ont vraiment fort à faire dans cette transition avec un environnement de ralentissement dans le reste du monde et de croissance forte aux États-Unis. C'est un poids pour les marchés. Et puis à Gaza, la principale agence d'aide de l'ONU se dit à court de fonds. L'aide financière promise au Caire il y a 3 mois en faveur de la reconstruction tarde à arriver. Sur place, le paiement des réparations est souvent suspendu. Nous n'avons pas l'argent pour réparer les maisons endommagées pour des dizaines de milliers de familles à Gaza. Nous avons reçu seulement 135 millions de dollars. Nous avions demandé à la conférence du Caire 724 millions. Mais en pratique, ces fonds de reconstruction ne sont pas arrivés.
De l'ambition, de l'optimisme surtout, il en faut pour le ministre français de l'économie, attendu, contesté aussi, y compris à gauche. Le projet de loi d'Emmanuel Macron s'apparente à un fourre-tout législatif. Près de 200 pages et autant d'articles. Est-il à la hauteur du défi de la relance pour l'économie française? L'emploi, la croissance, les propositions sont concrètes. Tour d'horizon des réformes actuellement à l'examen avec Johanna Citruc. C'est le début d'un marathon parlementaire pour le ministre de l'économie. Lundi, le projet de loi Macron est arrivé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Son objectif, débloquer l'économie. Ce sens, c'est tout faire pour la compétitivité et l'emploi. C'est se donner vraiment les moyens de débloquer notre pays et de libérer les énergies. Et pour cela, il faut savoir faire évoluer certaines de nos règles et de nos fonctionnements. En tout, plus de 200 articles seront examinés, débattus. Et parmi les mesures les plus polémiques, le travail dominical. Si la loi est adoptée, les maires pourront permettre au commerce de leur ville d'ouvrir plus de 5 dimanches par an. Je crois qu'un texte de loi qui permet, là où c'est utile, de manière très pragmatique, au plus près du terrain, d'ouvrir le dimanche, parce que ça permettra à des Françaises et des Français qui n'ont pas d'emploi et qui ont besoin d'argent pour vivre et pour profiter d'une société qui doit aussi être une société de loisirs et de la famille, et nous ne revenons en rien là-dessus. C'est une bonne chose et c'est une avancée sociale. Selon un récent sondage, plus de 2 tiers des Français soutiennent l'ouverture des commerces le dimanche. Même tendance pour une autre réforme très discutée, celle des professions réglementées du droit. Elle concerne notamment les notaires ou les huissiers et prévoit la simplification de leurs conditions d'installation. En contrepartie, une nouvelle grille des tarifs est prévue, plus adaptée aux coûts réellement supportés par ces professionnels. Mais si la majorité des Français semble convaincue, pour certains, cette loi Macron serait simplement une régression. Monsieur Macron, le premier, il a à la bouche que le mot modernité. Et en réalité, en guise de modernité, c'est une grande machine à remonter le temps, Macron. Donc il peut se profiler hyper moderne, se looker hyper moderne. Il propose de revenir 150 ans en arrière. Et qu'on m'explique en quoi revenir 150 ans en arrière, c'est faire un acte historique qui permettrait d'être à la hauteur de la situation. C'est simplement satisfaire un vœu politique qui a été formulé par le patronat depuis des décennies. Et c'est quand même un comble, sans déconner, que ça soit sous un gouvernement de gauche que ça arrive. Et l'extrême gauche n'est pas la seule à douter. Des avis partagés semblent émerger de tous bords et même au sein de la majorité. Si les frondeurs semblent plus modérés dans leurs critiques, ils attendent que le texte soit amélioré. Verdict le 10 février, date retenue pour le vote. Voilà, un long processus législatif comme de coutume. Alors en ligne avec nous depuis Paris, l'économiste Alexandre Kateb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, directeur du cabinet Compétences Finance, analyse économique, géopolitique et financière. D'abord, est-ce que, par son approche assez globale finalement de l'activité économique, cette loi Macron peut marquer un tournant majeur pour la France ? Je pense que cette loi marque un tournant surtout symbolique, dans la mesure où elle montre une claire volonté de réforme dans un sens libéral. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal que ce soit un gouvernement de gauche qui prennent ce tournant, mais finalement pas tant que ça, hein, puisque Lionel Jospin aussi à l'époque avait engagé des réformes assez libérales, mais globalement ça va dans le bon sens. Après, est-ce que l'impact de cet ensemble de dispositions en fait, qui sont un peu des dispositions fourre-tout, qui concernent différents domaines, qui consistent à flexibiliser les règles, à déréglementer, en fait c'est une loi de déréglementation de l'activité, mais qui ne touche pas du tout véritablement les blocages les plus importants qui continuent à freiner l'économie française. Ouais. Et c'est là où cette loi Macron ne règle pas vraiment les problèmes de fond. Alors malgré tout, le contexte peut sembler quand même favorable aujourd'hui pour une reprise en France. Assouplissement monétaire de la BCE, chute aussi des cours du pétrole. Les outils de la relance seront peut-être réunis quand même avec ce projet de loi ? Non, je pense pas qu'on peut dire ça. Ce projet de loi
va apporter un peu d'oxygène, notamment dans certaines professions, et puis il va peut-être, changer un peu l'image de la France avec notamment ces espèces de charges de notaire qui faisaient très ancien régime, ou avec le travail dominical aussi, qui était une mesure attendue depuis très longtemps. Mais ce n'est pas vraiment un grand projet qui, par exemple, l'équivalent d'une réforme fiscale ou d'une réforme de la sécurité sociale qui là aurait pu réellement marquer un tournant, puisque le gouvernement et le président Hollande s'est refusé à ce genre de grande réforme et a préféré une politique des petits pas et de modifier un petit peu le modèle français en procédant par retouches successives plutôt que d'envisager un grand tournant avec tout ce que ça peut supposer d'opposition derrière. Ouais, donc la France qui se met un petit peu, vous le disiez, à la social-démocratie, on peut le dire rapidement. Oui, c'est même le social-libéralisme, on peut le dire. Mais globalement, disons que c'est des réformes qui ne vont pas susciter beaucoup d'opposition, et c'est pour ça qu'elles ont été engagées. Il y a un gain politique à en attendre, notamment vis-à-vis des investisseurs étrangers, vis-à-vis de l'extérieur, pour polir un petit peu l'image de la France. Ouais, on aura bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre Cattel pour avoir répondu à nos questions. Changement de décor maintenant, on part à Cuba, et depuis l'annonce le mois dernier d'un réchauffement des relations entre les États-Unis et Cuba, les collectionneurs d'art cubains sont à l'affût. Ils sont persuadés qu'un avenir radieux se profile pour la diffusion de cet art longtemps difficile d'accès au public étranger. Certains amateurs y voient même une nouvelle mine d'or. Les prix de certaines œuvres semblent en route pour les sommets. Reportage à La Havane. Pour la deuxième fois en 2 mois, ce groupe d'Américains est en visite à Cuba. Représentant d'une galerie d'art basée à New York, ils sont venus voir et acheter des œuvres d'art cubaines. Car ils en sont convaincus, la restauration des liens diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, annoncée en décembre, pourrait donner un nouvel essor à l'art cubain. Quel pourcentage d'Américains a vu Cuba au cours des 60 dernières années? Donc je pense que l'art cubain est sur le point d'exploser. Je veux dire que ça monte vite, plus vite que personne ne l'avait imaginé. Et je crois que ça va monter encore plus. Depuis 1962, l'embargo imposé à Cuba interdit à tout produit cubain d'entrer sur le sol américain, à l'exception des produits culturels comme les livres, les films, la musique ou les œuvres d'art. Une particularité qui a permis à de nombreux artistes cubains d'atteindre une renommée internationale. C'est le cas de Kadir Lopez. Il a vendu sa première œuvre pour $300 il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle en vaut au moins 25 000. C'était une exception de l'embargo. Et pourquoi ça a été une chance pour nous? Parce que l'art véhicule des informations. C'est un flux d'informations. Et ça a à voir avec la liberté d'expression. Mais les autres restrictions, notamment sur le paiement par carte de crédit américaine ou sur le transport de marchandises, ont largement limité sa diffusion. Pour le directeur de cette galerie d'art, la plus ancienne de l'île, leur levée peut faire beaucoup pour promouvoir le travail de ces artistes à l'étranger. De nouveaux facteurs vont entrer en jeu et de nouvelles entités comme des galeries, des centres d'art, des fondations, des musées. Si les choses deviennent plus simples, alors ils s'intéresseront davantage aux artistes cubains. Et l'on pourra partager le coût de la promotion internationale. Parce que depuis La Havane, ça ne suffit pas. Selon le ministère du Tourisme cubain, mettre fin à l'embargo pourrait attirer 1 million de visiteurs supplémentaires sur l'île chaque année. Un bouleversement à double tranchant pour les artistes, car si leurs œuvres y gagneraient en valeur et en visibilité, ils craignent des conséquences négatives sur la qualité du travail. Je pense que ce boom peut être à la fois positif et dangereux. Tout dépend de la manière dont nous serons capables d'assumer cette avalanche d'attentes, de personnes qui voudront connaître, voir et apprendre, et d'autres qui voudront uniquement spéculer. Il faut être prudent. Pour l'instant, une levée de l'embargo n'est pas encore d'actualité aux États-Unis, car le Congrès, sous domination républicaine, y est majoritairement hostile. Mais les amateurs d'art ont déjà fait le pari du changement. La cote de l'art cubain ne cesse de grimper. Voilà, l'art en avance sur les politiques. Et c'est l'heure du Media Watch.
Et à la une de la revue de presse, l'irrésistible ascension de la monnaie chinoise, le yuan. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Le yuan, une devise qui prend ses aises sur le marché. Oui, effectivement, aujourd'hui le yuan, c'est la 5e devise la plus utilisée pour les paiements internationaux. C'est un gain de 8 places en seulement 2 ans. En 2014, près de 10 000 milliards de yuan ont été utilisés pour des transactions transfrontalières. Ça représente un petit peu plus de 1400 milliards d'euros. Résultat, le yuan devient un concurrent de plus en plus sérieux pour le yen, la monnaie japonaise. En revanche, il est encore loin des 3 principales devises utilisées pour les paiements internationaux, donc le dollar, l'euro et la livre sterling. Pour l'instant. Alors, autre chose, Johanna, on sait que les relations entre la Turquie et Israël, diplomatiquement, s'est tendues. Pourtant, Turkish Airlines, c'est la compagnie étrangère la plus active en Israël. Oui, effectivement, en 2014, les Israéliens ont été près de 700 000 à opter pour Turkish Airlines. C'est quasiment 5% de plus que l'année précédente. Alors, pourquoi une telle évolution, pourquoi une telle augmentation? D'autant plus qu'en choisissant Turkish Airlines, les Israéliens sont obligés de faire une escale à Istanbul. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des vols fréquemment. Il y a par exemple 8 Tel Aviv-Istanbul chaque jour et bientôt 9. Deuxièmement, la compagnie propose de nombreuses destinations, près de 220, vers plus d'une centaine de pays dans le monde. Troisièmement, le service est bon. Et dernièrement, les prix sont très attractifs. Par exemple, un aller-retour Tel Aviv-Bangkok pour Turkish Airlines, c'est $980, beaucoup plus pour les autres. C'est surprenant. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Dossier spécial sur le secteur du high-tech arabe-israélien, soutenu par le gouvernement. L'information continue. Restez avec nous.